Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe à merveille pour vous. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui, à mon avis, va parler à beaucoup d'entre vous. Je pense que cet épisode va être un petit peu plus dédié aux femmes, mais si vous êtes un homme, je vous invite aussi et surtout à l'écouter parce que ça peut aussi vous concerner. Mais c'est vrai que quand j'ai pensé à cet épisode, j'ai pensé aux femmes principalement qui se veulent être fortes. D'ailleurs, c'est souvent à ces femmes-là qu'on a dit qu'elles étaient fortes, autonomes, indépendantes, résilientes, et c'est vrai. Vous gérez, vous avancez, vous prenez vos responsabilités, mais vous avez remarqué aussi que en amour, quand vous essayez d'être forte, finalement, vous n'y arrivez pas. C'est peut-être un des seuls domaines où vous avez l'impression de perdre vos moyens. Et surtout, je veux que vous vous posiez une question, c'est est-ce que cette force-là que j'ai et que je m'attelle à montrer dans une relation amoureuse m'a déjà vraiment protégée un jour? Ou est-ce que finalement, elle m'a plus appris, à encaisser, à comprendre l'autre avant moi-même, à m'adapter, à tenir bon. Dans cet épisode, j'ai envie de parler aux femmes, mais aussi aux hommes qui ne se reconnaissent pas toujours dans la dépendance affective dite classique, dans celle dont je parle quand je pose des définitions de la dépendance affective. Je veux parler aux personnes qui ont l'impression de ne pas supplier, de ne pas quémander dans leur relation, des personnes qui ne vont pas spécialement s'effondrer, mais plutôt aux personnes qui veulent rester dans le contrôle, qui rationalisent les choses, qui essayent de tout analyser et qui veulent, comme je le disais tout à l'heure, tenir bon. Parce que parfois, j'entends ça en coaching et je me dis, beaucoup de personnes me disent, tu sais, regarde, moi, je pense que je suis pas dépendante affective et moi, je vois quand même des mécanismes qui s'y prêtent, mais je comprends aussi que ces personnes-là ne se reconnaissent pas dans tout parce que elles ont choisi finalement cette stratégie de survie qui est la force, qui est la surindépendance, l'hyperindépendance, qui finalement est devenue une stratégie de survie pour elles. Et aujourd'hui, je voulais qu'on voit vraiment pourquoi être fort ne nous protège jamais vraiment dans une relation amoureuse. En fait, il y a une espèce de fausse sécurité de cette force-là. Je le sais parce que pendant une période de ma vie, j'ai l'impression d'avoir été dans ce schéma-là, de celle qui voulait montrer qu'elle était forte et indépendante. Et je remarque aussi chez certains et certaines de mes clientes que euh, parfois la frontière entre la dépendance affective et l'hyper-indépendance, elle est mince. Il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas vraiment dans la dépendance affective, ce qui parfois peut, moi, me frustrer énormément parce que je peux voir des comportements qui sont proches de la dépendance affective, mais ces personnes-là peinent à s'y reconnaître parce qu'il y a ce côté, mais moi, non, je tombe pas que sur des connards, je suis ok avec le fait de partir, finalement mes relations ne se passent pas trop mal, mais c'est pas le bonheur non plus. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été habituées à être fortes, à tenir bon, à tenir jusqu'au bout. Et déjà, quand on est dans ce discours-là, c'est déjà pas sain. Et moi, je pense que j'avais une fâcheuse tendance à me dire, quand je suis dans une relation, je vais au bout du bout de la relation avant de pouvoir partir. Et déjà ça, c'est pas normal. Mais je pense que c'est ma fâcheuse tendance à être forte, à me dire que je tolère, que je tiens le coup, que c'est pas trop grave, comme si j'avais besoin de me prouver que j'étais forte finalement. Et j'ai aussi envie de vous aider à vous détacher de ce personnage de la femme forte, de l'homme fort dans les relations, parce que ça vous crée une illusion de sécurité et de contrôle. En tout cas, être fort dans une relation vous donne cette impression de contrôle-là. C'est-à-dire, tant que je sais que je peux euh, assumer, tant que je sais que je peux porter ça sur mes épaules, alors c'est bon. Et je disais une phrase pendant un moment qui était tu mérites mieux que ce que tu es capable de supporter. Pourquoi? Parce qu'en fait, supporter quelque chose, c'est déjà au-delà de
ce qu'on a envie de porter. C'est au-delà de ce qui est juste pour nous. On est dans le supporter. C'est-à-dire que je prends sur moi pour accepter cette situation. Et dans une relation, on n'est pas censé ressentir ça. Et attention, bien sûr que quand ça fait 20 ans que vous êtes avec une personne et qu'il y a des problématiques de fond et que vous avez envie d'en discuter et que vous avez envie de trouver des solutions, je pense que là, on peut se permettre de se dire, ok, qu'est-ce que je suis prête à supporter entre guillemets, qu'est-ce que je suis prête à mettre en place avec l'autre pour aller au-delà de ça. Parce qu'il y a déjà toute une vie qui a été vécue ensemble, parce qu'il y a déjà des problématiques qui ont été surmontées, donc c'est ok de se poser la question. Par contre, quand ça fait quelques semaines et que la relation n'en est même pas une, est-ce que vous avez besoin de vous infliger quelque chose comme ça? À mon sens, non. Ces personnes-là, elles vont aussi être dans un discours de moi j'ai besoin de personne, je me débrouille très bien toute seule. Je pense à des amis à moi, je pense à des clientes à moi qui sont vachement dans ce truc-là de si je leur dis bah t'as demandé de l'aide pour telle chose, pour le déménagement, pour monter ton frigo chez toi, il y a un côté non. Mais parce que c'est un c'est un mécanisme qui est là, c'est-à-dire que moi je vous dis ça, j'ai été élevée par une mère qui me disait tout le temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc clairement, j'ai aussi été élevée par une femme forte, mais être une femme forte, est-ce que c'est toujours bien? Je ne sais pas, parce que ça vous empêche aussi, derrière la guerrière que vous êtes, d'être vraiment, en fait, aussi dans votre vulnérabilité et être dans cet équilibre. En fait, la force dont vous faites preuve dans la vie, qui peut vous servir à bien des égards, elle peut aussi vous desservir parce que dans vos relations, elle va vous rassurer. Je pense que pour moi, en tout cas, c'était le cas. C'était rassurant de me dire, de toute façon, je peux tout gérer. Mais est-ce que ça m'a pas desservi finalement de me dire, bah, en fait, je peux tellement tout gérer et tout vivre que je vais m'en remettre, donc je peux bien aller au bout de la douleur que je ressens. Je pense qu'en plus, bizarrement, enfin, le décès de ma mère, il a été un peu en... J'ai vécu un peu deux tranchants de cet événement-là, qui a été évidemment l'événement le plus important de toute ma vie. Parce qu'à la fois, j'étais dans un truc de je veux plus m'embêter avec des choses qui ne sont pas importantes, avec des choses futiles, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus important dans la vie. Et en même temps, je sentais que j'avais ce truc qui me racontait que vu que j'avais vécu ça, je pouvais tout vivre. Que vu que j'avais vécu la plus grosse douleur de ma vie, je pouvais tout vivre. Et je peux vous assurer que la vie m'a mise à rude épreuve quand j'ai vécu ma dernière séparation et que j'ai été dans le dur et que je me suis dit, mais en fait, au début, je me suis raconté que j'avais pas le droit d'être triste parce que c'était moins dur que le décès de ma mère, donc j'avais pas le droit d'être triste pour ça. Jusqu'à ce que je me reconnecte en fait à moi et que je me dise, mais en fait, j'ai le droit aussi de ressentir toutes ces émotions-là. J'ai le droit d'être triste pour ça et qu'il n'y a pas de hiérarchie de la douleur finalement. Et que pleurer parce que je viens de me séparer, ou pleurer parce que j'ai perdu quelqu'un, ou pleurer pour un truc qui paraîtrait aux yeux du monde beaucoup plus futile, ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins fort que quelqu'un qui ne pleure pas, qui ne montre pas ses émotions, et bien au contraire. Je trouve que la vulnérabilité est une force, ça n'engage que moi dans ce discours, mais je trouve que finalement, est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus fort quand on sait montrer ses émotions et quand on n'a plus peur de ces émotions-là? Je pense que la force, elle va nous rassurer, mais que parfois, elle peut aussi empêcher le lien parce qu'elle vient effacer notre vulnérabilité. Elle vient finalement nous mettre cette espèce de carapace. Moi, je vous raconte ça, mais parce que j'y pense en le disant. Mais moi, mon mec, parfois, il m'appelle carapuce. Parce que, alors, j'ai aucun problème à montrer mes émotions, à me montrer vulnérable, mais il y a certains domaines où je sens que je peux avoir encore ce truc-là, où j'aime pas qu'on me dise comment faire les choses, que j'ai besoin en fait d'être dans cette force-là où je me débrouille toute seule et j'ai pas besoin de ton avis. Et je pense que c'est ça que ça vient déclencher chez moi. Mais du coup, les personnes qui sont dans ce mécanisme-là, elles ont cette carapace qui n'est pas un défaut à mon sens, parce que de toute façon, si vous avez créé cette carapace-là, c'est parce qu'à un moment, vous aviez besoin de survivre à quelque chose, elle s'est construite pour ça. Donc c'est pas un défaut en soi, pour moi, c'est plus une stratégie d'adaptation
pour pouvoir survivre au monde extérieur. C'est-à-dire, j'ai été traumatisée, j'ai peur de ressouffrir, donc je crée cette carapace pour ne plus être confrontée à cette douleur-là. Mais aussi pour ne plus dépendre des autres, dépendre des émotions des autres, de leur validation. Et surtout pour ne plus être déçue, pour ne plus me sentir abandonnée, pour ne plus être envahie. Et on croit souvent que c'est un choix ou que c'est un trait de caractère, mais dans la plupart des cas, en tout cas de toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie et encore plus dans mon métier évidemment, je remarque que les femmes qui se sont construites cette carapace ou les femmes qui sont dans l'hyper-indépendance, ce sont des femmes qui ont fait ce choix inconsciemment pour ne plus jamais avoir à souffrir. Donc c'est pas vraiment un choix, c'est parce qu'à un moment j'ai plus eu le choix en fait. Donc c'est important quand même de prendre conscience de ça parce que finalement c'est important de se dire en fait cette carapace, moi je fais ce travail-là très en douceur avec mes clientes. Mon but quand je coach, c'est pas du tout de se dire je veux que t'enlèves cette carapace, je veux plus que tu l'aies. Parce que si à un moment ça t'a permis de survivre, si on t'enlève cette carapace, tu vas avoir l'impression de... Enfin, tu vas avoir des sentiments d'angoisse, de peur, et ton système nerveux, il va partir en vrille parce qu'il ne se sentira plus protégé. Donc c'est important que tu puisses comprendre que cette carapace, elle est là aussi pour t'aider. Donc le but, c'est comment cette carapace, je peux m'en servir à bon escient, mais pas non plus qu'elle m'empêche de vivre et de ressentir des émotions. Je pense vraiment fort à une cliente à ce moment-là. J'espère qu'elle se reconnaîtra à l'écoute de cet épisode. Mais ça, je le vois, c'est que l'hyper-indépendance, ça peut vous empêcher parfois en fait, de vivre des relations, de vivre des choses où vous allez ressentir des émotions. Vous ne voulez plus prendre de risques de vivre des choses importantes et intéressantes au niveau émotionnel et relationnel parce que vous avez peur de souffrir. Donc je pense que ça dessert quand même parce que c'est les mêmes femmes qui sont dans cette hyper-indépendance qui vont me dire aussi, oui mais moi j'ai tellement envie d'être en couple et tellement envie d'être dans une relation, mais elles s'en empêchent en ayant cette carapace-là. En plus de ça, là où on pense qu'en étant des personnes indépendantes, on va attirer à nous des hommes ou des femmes indépendants aussi, a contrario, on va plutôt avoir tendance à attirer des personnes et des partenaires plutôt immatures. Parce que trouver l'équilibre quand on est dans l'hyper, c'est difficile parce que vous n'êtes déjà pas dans un rapport avec vous-même qui soit équilibré, puisque vous êtes dans l'hyper-indépendance. Moi, je me considère comme étant une femme indépendante à bien des niveaux, mais je considère quand même que j'ai cette vulnérabilité-là, que j'ai cette ouverture-là. Si demain, je me fais quitter hyper violemment, je vais pas dire non, mais c'est bon, je suis une femme indépendante, je suis forte, je vais m'en remettre. La réalité des choses, c'est que bien sûr, ça va me faire de la peine. Par contre, je sais que mon côté indépendant va me permettre d'avancer, mais sans ignorer mes émotions. Et je trouve que c'est là l'équilibre ou le déséquilibre quand on est dans l'hyper-indépendance, c'est d'être dans tout l'un ou tout l'autre. Et donc, le truc, c'est que à vouloir toujours être dans cette hyper-indépendance, et vous me direz, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître là-dedans, c'est que vous allez devenir la personne forte du couple, la personne forte qui va prendre l'espace, qui va prendre les devants, qui va être dans le contrôle et qui va gérer, qui va comprendre les choses, qui va porter la relation dans laquelle l'autre va pouvoir se reposer / fuir ses responsabilités. Donc, la relation va être déséquilibrée. Donc, j'espère que je suis claire quand je dis ça. Je pense que le message est très bien passé, c'est que vous ne pouvez pas toujours être la femme forte et la femme indépendante. Parce que vous ne laissez pas de place à l'autre de prendre cet espace-là aussi. En fait, il faut comprendre que quand vous rentrez dans une relation, vous n'avez rien à prouver à l'autre. Vous ne pouvez pas prouver que vous êtes super indépendante. En fait, c'est un truc hyper humain. Je sais que pendant longtemps, moi, on m'a dit que si les hommes étaient assistés, c'est aussi parce qu'on les mettait dans cette posture. Alors, je nuance vachement ce truc, parce que je pense qu'il y a un truc sociétal aussi qui fait que les hommes
On leur a fait croire que tout était permis pour eux et que nous, les femmes, nous étions là pour servir leurs besoins. Ça, ce sont mes croyances. Encore une fois, ça n'engage que moi. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a ce truc sociétal, mais je pense que les hommes aussi, s'ils sont des hommes et que ce sont des grandes personnes, ils ont le droit de décider qui ils ont envie d'être aussi au sein d'un couple. Et donc, nous, je sais que par aussi mimétisme, parce qu'on a vu nos mères, nos grands-mères agir comme ça, on a envie d'être là pour les hommes, de les décharger parce que c'est des pauvres petites choses qu'il faut sauver. Mais en réalité, moi j'ai été confrontée à ça. Papa, je suis désolée si tu entends ça un jour, mais la réalité c'est que quand ma mère est décédée, j'ai compris à quel point ma mère faisait tout dans cette maison, même si je n'en doutais pas avant. Et mon père a été complètement démuni, et pour des choses parfois hyper basiques, où il a perdu son pilier qui s'occupait des choses quotidiennes, en fait. Et ça, c'est bien sûr parce que ma mère s'est mise dans cette posture de femme forte, où elle a pris les devants, parce que, comme je vous le disais, elle était dans ce truc de « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », donc elle a toujours tout fait, tout en reprochant aux autres qu'elle n'était pas aidée. Mais en même temps, c'est humain, c'est-à-dire que si une personne prend le lead, on va moins en faire. Donc dans une relation, c'est exactement pareil. Si vous vous mettez dans la posture de la personne forte qui prend l'espace, qui gère 90% de la relation, il y a de fortes chances que l'autre ne fasse pas le nécessaire pour prendre 50% de la relation, puisque de toute façon, il n'y aura pas l'espace pour ça. Et puis au début de la relation, on a envie de faire ça et on se dit « Non mais ça va, mais ça me fait plaisir ». Sauf qu'au bout de 40 ans avec la personne, je peux te dire que ça va pas faire plaisir de la même manière. On a envie en fait d'une relation équilibrée, on a envie de se dire « Si je ne fais pas quelque chose, je sais que l'autre va prendre le relais », même si on peut avoir des tâches que l'un et l'autre préfèrent évidemment, mais je pense que c'est hyper important. Donc, il faut comprendre que, malheureusement, pour en revenir à ce que je disais au début, parce que je m'emballe comme d'habitude, c'est que les personnes dites fortes vont attirer des partenaires immatures, puisqu'elles vont attirer des personnes qui auront besoin de ne rien faire. Et en plus de ça, on les met dans une posture où ils n'ont besoin de rien faire pour nous séduire, pour nous avoir, puisqu'on fait déjà tout. Et ça va avec la dépendance affective. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Ce qui se passe, c'est aussi que ces partenaires-là, en fait, nous, en tant que dépendants affectifs, on a tellement peur que l'autre parte qu'on en fait des tonnes. On ne fait pas 50 ni 100%, on fait 300% dans la relation. Et donc, l'autre, clairement, ne fait rien. Et en plus, on pense que c'est à nous d'en faire plus pour que l'autre reste. Alors que non. Donc on les met dans cette posture-là, ils n'ont besoin de rien faire, et nous en plus on quémande cet amour-là de personnes qui n'ont besoin de rien faire pour nous séduire. C'est-à-dire qu'on leur montre qu'ils n'ont besoin de rien, de vraiment pas lever le petit doigt pour qu'on tombe amoureuse d'eux. Et c'est ça pour moi la vraie problématique des femmes fortes entre guillemets, c'est vraiment d'attirer à elles des personnes immatures, parce que ces mecs-là, en fait, c'est très clair, c'est-à-dire que les mecs immatures qui n'ont pas envie de s'investir dans une relation, ils voient ces femmes absolument incroyables, qu'ils admirent. Je pense qu'en plus, il y a une forme d'admiration, de se dire, elle est tellement indépendante et belle et sexy, etc. Et du coup, ils sont attirés par ça. Ils savent que la personne en face va tout faire, évidemment qu'ils vont se glisser dans cette relation en disant je n'aurai besoin de rien faire avec elle, j'aurai besoin de rien faire. Elle va faire à manger, elle va s'occuper de la maison, elle va s'occuper de la relation, elle va s'occuper de ma santé mentale et de la sienne, donc tout bénef. Vraiment tout bénef. Donc c'est vraiment vraiment important de comprendre cet aspect-là. Parce que, aussi, il faut comprendre qu'être fort, c'est bien différent que d'être en sécurité émotionnelle. Vous avez l'impression de tenir cette sécurité émotionnelle parce que vous tenez la relation. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes la personne forte, donc c'est vous qui contrôlez la relation. Donc ça vous donne l'illusion d'être en sécurité émotionnelle puisque vous gérez 90% de la relation. Évidemment que la relation va être géniale et qu'elle vous met en sécurité puisque elle ne tient qu'à vous. Par contre, dès que vous faites un pas de recul, au moment où vous êtes un peu déclenché, vous avez besoin d'être rassuré, vous faites ce pas de recul où finalement c'est pas vous qui prévoyez le prochain rendez-vous, ou tout d'un coup vous faites juste l'analyse de la relation en disant mais en fait tous les restos qu'on a fait c'est moi qui les ai organisés, tous les week-ends qu'on a fait c'est moi qui en étais à l'initiative.
Tous les voyages qu'on a faits, c'est pareil. Donc oui, la relation était super puisque c'est vous qui avez tout organisé dans la relation. C'est vous qui avez initié les déclarations d'amour, c'est vous qui avez initié les conversations importantes. Mais finalement, qu'est-ce que l'autre a mis dans cette relation pour qu'elle tienne, pour qu'elle se construise? La sécurité, pour moi, en fait, il faut vraiment imager ça. La force, c'est le contrôle. C'est le fait de vraiment serrer cette corde-là, de se dire « je tiens tout et tout est OK ». Mais la sécurité, c'est pouvoir se dire « je peux me relâcher dans cette relation, je peux souffler et la relation ne va pas s'effondrer ». Et je vous dis ça vraiment, vraiment en connaissance de cause. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que, je vous l'ai déjà dit et raconté plein de fois, mais pour les personnes qui arrivent, c'est que dans ma dernière relation, j'ai conscience que si je n'avais pas tenu cette relation vraiment à bout de bras, elle n'aurait pas tenu aussi longtemps. Mais c'est une réalité et je ne blâme pas l'autre. C'est moi que je dois blâmer dans l'histoire parce que c'est moi qui ai voulu tenir cette relation à bout de bras. Mais j'étais pas en sécurité émotionnelle pour autant, sauf que vu que je cadrais la relation, que je prévoyais les moments où on allait se voir, ça me donnait une illusion de sécurité en me disant bon bah de toute façon on a ça de prévu, du coup c'est que la relation se passe bien. Mais si je n'étais pas à l'initiative de ça, il ne se serait rien passé derrière. Et il a été suffisamment honnête pour me dire un jour bah en fait je le fais pas parce que tu le fais. Donc je sais à quel point c'est difficile et beaucoup de profils forts entre guillemets ne réussissent pas à lâcher parce qu'il y a la croyance derrière de oui, mais si je lâche, je sais qu'il ne se passe rien. Si je lâche, je sais que la relation se termine. Mais là, c'est important de se poser cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette relation? Est-ce que je veux une relation que je porte à 100%? Est-ce que je suis prête à vivre ça pendant les 50 prochaines années? Ou est-ce que je lâche une bonne fois pour toutes? Ça va faire mal un bon coup, mais la prochaine relation dans laquelle je serai sera beaucoup plus saine et je vais me sentir beaucoup plus en sécurité puisque l'autre va aussi mettre de la sécurité dans la relation. En fait, tu peux être hyper forte, mais te sentir aussi hyper seule dans la relation. Et je pense que c'est important parfois d'ouvrir les yeux sur la relation telle qu'elle est. Si moi j'arrête d'être la forte dans l'histoire, si j'arrête de porter cette relation, est-ce que je suis seule à la tenir ou pas? Et c'est ça pour moi le vrai enjeu dans l'histoire. Quand on est cette personne forte, notre plus grand défi, ça va être d'apprendre à s'ouvrir à l'autre sans se perdre. C'est là pour moi qu'on revient à cette question d'équilibre. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir dépendante, je pense que c'est la plus grande peur de l'hyper-indépendante finalement. C'est de devenir dépendant, alors qu'en fait, il y a un curseur quand même, et on peut revenir au milieu et entre les deux. Il ne s'agit donc pas de devenir dépendant, mais de renoncer à cette autonomie-là, émotionnelle qu'on a, et physique d'ailleurs, mais d'apprendre à être en lien avec l'autre, à être vulnérable, sans se suradapter à l'autre. Parce que la vraie maturité émotionnelle, c'est pas d'être fort, c'est de pouvoir être vulnérable, fort, tout en restant aligné à soi. Donc, il y a un vrai travail à faire de quel est mon rapport à la vulnérabilité aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis prête à mettre en termes de vulnérabilité dans une relation? Parce que rien ne vous oblige à tout mettre, à tout donner dans une relation amoureuse du jour au lendemain. C'est vraiment pas le but et l'objectif de ce que je vous raconte aujourd'hui. C'est de vraiment se dire, ok, si je donne un peu de moi, si je lâche un petit peu, si je laisse l'autre faire, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais me sentir et comment j'ai envie de me sentir? Parce que la réalité, c'est que plus les personnes sont fortes et se veulent être fortes, plus ces personnes-là vont être vulnérables au fond. C'est-à-dire que pour moi, ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'amour. Il y a 2 ans et demi, j'ai fait un coaching en présentiel où j'ai accueilli une de mes clientes pendant 48 heures. On a passé 48 heures ensemble et je la coachais pendant ce temps-là. C'était absolument incroyable ces expériences. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai ça ici.
mais j'ai déjà fait une semaine de coaching et plusieurs fois 48 heures. Et en fait, cette cliente, c'est vraiment le profil de l'hyper indépendante. Mais tous les matins, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est une cliente depuis très longtemps. Parce que ça va peut-être vous faire bizarre si vous dites c'est la première fois que je la vois, pas du tout. C'est une cliente que je connais depuis hyper longtemps, que j'avais déjà rencontrée. Et donc, je l'ai prise dans mes bras quand je l'ai accueillie à la gare, etc. Et c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les câlins, non pas parce qu'elle n'est pas tactile, c'est quelqu'un qui a du mal à recevoir l'amour. Et donc, pendant tous ces coachings qui ont été parfois très émouvants, bouleversants pour elle, je la prenais dans mes bras quand ça arrivait. Et voilà, avec évidemment son accord, hein, je ne force personne. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui se passait, c'était pas tant qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne savait pas faire autrement que d'être celle qui contrôle et celle qui est forte. Donc quand je la poussais dans les retranchements de sa vulnérabilité, c'était dur pour elle, c'était très inconfortable, mais je lui demandais juste de recevoir cet amour-là, qui était évidemment sans contrepartie, puisque c'était quelque chose que je lui donnais complètement, et je voyais bien que ça lui faisait du bien, et ça lui donnait envie de pleurer à chaque fois, au point que quand on s'est quitté, c'est elle qui m'a dit est-ce qu'on peut se faire un dernier câlin, et ça l'a émue, parce qu'en fait, elle s'autorisait aussi à recevoir cet amour, et ça venait complètement d'elle. Donc, il faut comprendre que le fait d'apprendre à s'ouvrir, c'est la chose la plus magnifique que vous allez faire, mais c'est comment je peux trouver l'équilibre entre le fait de m'ouvrir et de ne pas me perdre complètement, parce que je sais que pour plein de personnes, encore une fois par instinct de survie, ça va vous donner l'impression de perdre le contrôle. Donc c'est comment je peux maintenir de la sécurité tout en me montrant vulnérable et que je puisse avancer avec ça pour ne plus être dans l'hyper-indépendance, mais dans un équilibre et dans ce qu'on appelle du coup un attachement qui soit sécure. Le truc, c'est que ce travail-là, il va pas se faire que par la volonté. Pourquoi ? Parce que, encore, comme je le disais dans mon dernier podcast, en fait, tout ne passe pas par le mental. Et les personnes qui sont dans l'hyper-indépendance, elles sont déjà complètement dans leur mental. Donc, ça demanderait beaucoup de travail, on va dire, mental, d'aller faire sauter la carapace. Et surtout pas faire ces exercices de lâcher prise, parce que je ne peux pas donner cette injonction-là de lâcher prise à une personne qui est dans le contrôle, parce que, encore une fois, ça la maintiendrait en insécurité. C'est son système nerveux qui va résister pour ne pas avoir à lâcher, pour ne pas avoir à se montrer vulnérable. Mais dans un cadre sécurisant, là c'est possible. Et c'est pour ça que les personnes que j'ai accompagnées qui étaient dans cette hyper-indépendance, c'est des personnes parfois que j'ai accompagnées longtemps. Par exemple, cette cliente-là, je continue de l'accompagner, je pense qu'elle était là quasiment à mes débuts, c'est-à-dire que je pense sincèrement, faudrait que je regarde, mais je pense que ça fait au moins 5 ans que je l'accompagne. Pas en continu, mais c'est une personne avec qui je travaille régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le type de personne qui a besoin de se sentir en sécurité avec son accompagnant aussi. Et avec moi, elle arrive à se permettre de lâcher prise. Et c'est en ça que je vous dis que c'est important de trouver la personne avec qui vous allez pouvoir être dans ce lâcher prise sans que l'accompagnant lui-même pose cette injonction-là de « tu sais, il faut que tu lâches prise en fait ». Ok, dire ça à quelqu'un qui est dans l'hyper-indépendance, ça sert à rien. Par contre, on peut aller comprendre et remettre de la sécurité intérieure dans le corps de l'hyper-indépendant. De comprendre en fait ce qui crée cette résistance-là et venir resécuriser le système nerveux. Ça, c'est tout un travail qu'on peut faire dans le cadre d'un coaching avec différentes méthodes. Ce qu'il faut comprendre dans cet épisode, pour faire une petite conclusion, c'est que le fait d'être fort, ça t'a permis de survivre. Ça t'a permis d'avancer, probablement de construire ta vie. Mais il faut comprendre que dans le cadre d'une relation amoureuse, survivre, c'est pas aimer. Et d'ailleurs, aimer n'est pas survivre. Ça va dans les deux sens. Et si tu sens que cette force-là que tu t'es construite, cette carapace-là, peut t'éloigner du lien que tu peux créer avec d'autres personnes, qu'elle peut t'empêcher de recevoir ou qu'elle te met dans des relations qui sont déséquilibrées, ce n'est absolument pas un problème de personnalité. J'insiste là-dessus, je l'ai dit la dernière fois, mais ce n'est jamais un problème de personnalité, c'est un problème de mécanisme de protection qui a été mis en place. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme-là, il peut évoluer, on peut le faire évoluer en remettant de la sécurité, comme je le disais. Pas en devenant plus dur,
et pas en te forçant à lâcher non plus, mais en apprenant à t'ouvrir sans te perdre et sans t'oublier. Ça, je le redis, c'est jamais en devenant plus dur ni en te forçant à lâcher. Il y a un vrai équilibre à trouver là-dedans, en remettant de la sécurité et en comprenant que d'autres mécanismes sont possibles, d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux. Donc, si cet épisode t'a parlé, tu peux me retrouver sur Instagram à auria, auria.coaching, où je vais parler beaucoup de ces dynamiques relationnelles-là, de sécurité émotionnelle. J'ai prévu cette année de me remettre sur Instagram et de faire énormément de contenu à ce sujet. Donc, viens me rejoindre par là. Et si tu sens, et pour les personnes qui sentent qu'elles sont prêtes à faire ce travail beaucoup plus en profondeur, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi pour faire le point, c'est sans engagement, et pour voir si un de mes accompagnements sera juste pour vous. Tous les liens seront en description. Je vous invite aussi, et surtout si vous êtes des fidèles auditeurs, de noter mon podcast. Ça permet de le faire connaître et que d'autres personnes puissent avoir accès à ce discours-là et à ce que je transmets. N'oubliez jamais que la force dont vous faites preuve aujourd'hui est en réalité une richesse. C'est juste qu'elle n'a jamais été pensée pour porter l'amour seul. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast avec tout mon amour, comme toujours.